Arnaque, malfaçon, abus, comment choisir le bon artisan? Donc je m'appelle Noémie, je suis investisseuse, je suis spécialisée dans les opérations d'achat-revente, je suis marchande de biens et aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de travaux, d'artisans, comment entre guillemets ne pas se faire arnaquer, moi-même qui a été victime d'arnaque. Donc pour ce fait, on a un invité d'honneur qui va se présenter tout de suite. Bonjour, merci Noémie. Alors, je m'appelle Jean-Rémy Fougery, je suis entrepreneur dans le bâtiment depuis plus de 15 ans d'expérience aujourd'hui, d'une société qui s'appelle Nugéry et qui est en place depuis 10 ans maintenant. Voilà. Quoi d'autre de plus que je suis dans le domaine depuis déjà 15 ans aujourd'hui, ouais, c'est ça, et on se développe dans différents secteurs, rénovation, construction, et on fait aussi un peu de conseil à côté. Voilà. Donc, de ce que j'ai compris, tu es entrepreneur dans le bâtiment d'environ depuis 15 ans au total dans ta expérience. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment, entre guillemets, à créer ta boîte et à te lancer dans le bâtiment? Parce qu'il faut se dire la vérité, moi qui fais beaucoup de travaux par rapport à mes opérations d'achat-revente, ben en fait, c'est pas une mince affaire. La gestion des travaux, les artisans, et entre guillemets, blague à part, souvent on aime bien voir les avant-après, mais on se rend pas compte du travail et de la gestion et des connaissances qu'on doit avoir pour pouvoir avoir ces résultats in fine. Euh, la jeunesse de mon projet, ça a été lorsque j'étais salarié chez Vinci. J'ai eu à avoir plusieurs casquettes. J'ai commencé comme jeune chef de chantier chez Vinci Construction. J'ai eu la possibilité de faire de la conduite de travaux dans les corps, ce qu'on appelle les corps de tasse secondaires. Et de là, je me suis rendu compte du potentiel et de la faisabilité qu'on avait, ou même de tout ce qui gravitait autour. J'ai eu ce truc-là de me dire, bon, il est temps de me lancer aussi. La maison Vinci, c'est une très belle maison, mais c'est un énorme paquebot. Mhm. Et en fin de compte, on s'y retrouve pas forcément au bout de quelques années. On a vite fait le tour. Il était temps un petit peu de me challenger, de me rendre compte que on a des capacités, on a des connaissances. Allons-y un peu dans l'entrepreneuriat. Et puis j'ai lancé mon entreprise avec deux de mes associés, pardon. Et c'est comme ça que l'aventure Nugéry a commencé, dans lequel on se dit, bon, on va essayer de lancer chercher les premiers marchés, des marchés, et puis après, la gestion de chantier, je la connaissais un petit peu, et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. L'aventure est partie de ce pas-là, et puis on l'a développé, et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on en est. Et ce que j'ai constaté, c'est que ton entreprise, elle a quasiment plus de 10 ans. Oui. 10 ans, et c'est une longévité pour une entreprise de BTP. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de BTP, et justement, c'est pour ça que justement, on fait ce podcast où, bah, clairement, bah, 1 an, 2 ans, 3 ans, la clé sous la porte, etc. Et justement, ça fait beaucoup mal à des investisseurs, à des particuliers qui ont fait appel à des artisans. Donc, comment t'expliques ce succès et comment t'expliques aussi le fait de pouvoir tenir, parce que c'est pas facile, blague Ouais. à part. Souvent, les gens trouvent que vous faites peut-être un trop gros chiffrage, mais in fine, il y a énormément de charges, bah, énormément de contraintes, il y a aussi des délais à respecter, il y a aussi des pénalités. Donc, comment tu peux expliquer aussi le fait que le succès, le fait que ça fait 10 ans que tu es là et que tu continues et que tu te développes? Le succès de l'entreprise de bâtiment, effectivement, hein, déjà, je te remercie pour toutes ces informations, parce que c'est vrai, c'est que le métier du bâtiment, c'est pas quelque chose de très facile. Il faut se dire qu'on est à la genèse d'un projet, on est au commencement, les premiers coups de pelle, ben, on est dedans, et on est jusqu'à la livraison, jusqu'à l'emménagement de certains clients. Le succès, je le dois uniquement, je pense, à mes équipes. En vrai, nous, on est des managers, mais les artisans qui produisent ou les équipes qui produisent, c'est à eux qu'on doit tout le succès. Aujourd'hui, gérer une entreprise comme ça, c'est d'être dans les petits papiers avec nos clients, c'est d'être au début avec eux, de leur comprendre leurs projets, de s'immiscer un petit peu dans leur vie aussi intime, et rentrer dans ce segment-là. Et après, on travaille en collaboration. Il faut se dire que faire des travaux, c'est une grosse période, c'est une petite période, mais c'est un gros challenge dans lequel où on commence avec une idée, on fait un chiffrage, on part d'un chiffrage. Des fois, il y en a qui font appel à des architectes, et on travaille aussi avec ces architectes-là. Et à partir de là, on doit remettre une offre sur une base d'idées ou sur une base de plan pour pouvoir après concrétiser le projet. Et le succès aujourd'hui de 10 ans, on va dire,
de réalisation, je le dois beaucoup à mes équipes et à nos travail entre nous. C'est aussi l'idée de se dire que bah, il faut être au début, au milieu et à la fin de chaque client. Chaque client, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle vision. Chaque client, ce n'est pas qu'un numéro de devis. Chaque client, c'est un nouveau projet. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Et donc, quand on se lance dedans, quand on se lance dans cette partie-là, ben, en termes d'entreprise, c'est quelque chose qui est gratifiant parce qu'on se dit tout simplement qu'on a fini une belle opération et après on le démultiplie sur les années et puis on se rend compte que 10 ans se rendent. On ouvre les yeux et 10 ans est passé. Donc il n'y a pas vraiment de miracle ou de recette, mais ce n'est de dire qu'il faut être régulier, être constant et savoir se remonter les manches, comme dit Méga. Voilà. Parce que c'est vraiment une très belle explication de ce que tu as donné par rapport à la pérennité de ton entreprise. Mais justement, là, maintenant, je vais commencer à vivre, à venir au vif du sujet de ce podcast. Parce que moi, clairement, bah, on va en venir au long large durant ce podcast. Bah, j'ai eu bah, vraiment une des mauvaises expériences. Ma première opération d'achat-revente, c'était la catastrophe. Des artisans incompétents, de l'arnaque. Jusqu'à présent, bah, ça fait plus de 10 ans que j'ai fait une plainte. Bah, jusqu'à présent, bah, j'ai jamais eu la suite. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis rendu compte que il y avait énormément d'arnaques dans le bâtiment. Ouais. Donc, je vais parler de mon expérience. Ma première opération, j'ai fait appel. Et en plus, hein, j'ai pensé faire les choses bien. Bon, j'ai appelé un tonton, etc., du quartier, qui m'a dit, t'inquiète et tout, moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Ok. In fine, il m'a dit, oui, bah, moi, je suis plombier, etc. Et que je travaille avec une entreprise de bâtiment, etc. Et que, t'inquiète pas, moi, j'ai travaillé avec lui, il est sérieux. Donc, en gros, je me suis pas dit, bah, j'avoue que j'ai pas challengé, j'ai pas trop cherché. J'étais un peu naïf. Je me suis dit, bon, je vais faire confiance, etc. Et je me suis retrouvée avec bah, quelqu'un qui a pris quasiment 30% bah, de ce qu'on se dit, quand c'est un devis, souvent c'est 30% D'acompte. d'acompte, on commence pour débuter le chantier, 40 à peu près au milieu et après le reste in fine ou 5%, tout dépend en fait des Ouais. modalités de versement. Et entre guillemets, il a pris 30%. Et en fait, il m'a juste monté un mur en parpaing et il a pris la fuite. Et entre guillemets, ça a été la décadence. Et au début, je me suis dit, bah, moi, je viens toutes les semaines pour contrôler mon chantier. Il n'est pas là, il n'est pas là, je l'appelle, il répond pas. Et en fait, il finit en investiguant, etc. Bah, je constate qu'en fait, son entreprise, elle était pas. Elle était déjà fermée depuis longtemps. Et le pire, c'est que je me rends compte en fait que c'était pas la première fois Ouais. qu'il faisait ça. Et quand je suis partie porter plainte, bah justement, bah, je me souviens, c'était à la gendarmerie. Ils ont fait les investigations, etc. Ils ont dit, mais en fait, ce monsieur, il est bien connu des services. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est-à-dire que souvent, il a une entreprise. L'entreprise, il crée une entreprise, il la ferme. Soit il utilise une entreprise qui est déjà fermée, soit il la ferme, etc. Il prend l'argent des clients, les acomptes, etc. Il prend plein de chantiers, etc. Et quand il voit que ça commence à roussir par rapport à lui, il fuit à l'étranger pendant quelques temps et il revient faire la même chose. Et entre guillemets, on s'est retrouvé avec énormément de plaignants, mais finalement, ça fait 10 ans et rien n'a bougé. Parce que, in fine, ce qui s'est passé, c'est que il avait tout signé par rapport au nom de sa société. Moi, je me suis retrouvée première opération. Bah, déjà, c'était la catastrophe. Et bon, Mhm. donc ça, c'est déjà l'arnaque. On verra pour les malfaçons bien après, parce que ça c'est encore un second temps. Et donc, du coup, il avait rien fait du tout et je me suis retrouvée aïe. Et pour moi, ça m'a vraiment fait mal. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le bâtiment, c'est très compliqué de faire confiance à des artisans. Et on se retrouve avec de plus en plus de personnes, bah, justement, qui se font arnaquer, que tu signes un devis, tu donnes le premier acompte. Après, tu vois que l'entreprise, elle a déposé le bilan, etc. Des fois, même, en fait, Ouais. les gens vont pas rechercher. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu quelques automatismes, comme par exemple aller vérifier si la société, elle est toujours active ou non. Et encore, des fois, ça ne veut rien dire. La personne, elle peut garder une société active, mais in fine, elle ne tourne pas correctement. Et tu te retrouves, en fait, à être comme la vache à lait d'un artisan et qui va fuir parce que des fois les montants peuvent être colossaux en Oui, fait bien sûr. et tu te retrouves malheureusement avec énormément d'arnaques et dans l'activité d'achat-revente une grosse partie de la valorisation d'un bien pour faire du cash se base sur les travaux et Ouais. se base sur une entreprise de bâtiment. Donc comment faire pour éviter les arnaques? Déjà, c'est une expérience incroyable, hein. J'espère que tu y trouveras quand même un bout de fin dans ce tumulte-là. Mais en fait, il y a des petits conseils qu'on peut aborder et que je pense même qu'on va aborder là. C'est de se dire que il faut arrêter de mettre un peu de l'affect dans nos relations pour démarrer des travaux. C'est souvent le premier constat qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la personne qui est venue autour de nous, c'est un tonton ou c'est une personne, c'était le monsieur qui avait posé la cuisine, donc on considère qu'il sait faire tout.
Et en fait, les premières erreurs sont là. Je pense qu'un projet de travaux, c'est un projet comme faire le premier pas sur l'achat d'une maison ou l'achat d'un bien. Donc c'est le même principe, c'est faire les recherches, faire le nécessaire. Et en fait, les premiers conseils que je donne, c'est de mettre en concurrence quelqu'un. Ne jamais prendre pour acquis, forcément parce qu'il vient de recommandations, c'est une très bonne chose, mais c'est pas parce qu'il a su poser une cuisine ou faire quelques peintures que ça veut dire qu'il est en mesure de te faire tous les travaux. Moi, je dis souvent à mes clients qu'il est important de nous mettre en concurrence, de prendre mon offre et de la mettre en concurrence. Ça, c'est les premières choses. Deuxième chose, une fois qu'on se rend compte qu'on est cohérent sur les prix, d'aller continuer à chercher un peu plus loin, d'aller sur Internet, de se renseigner sur l'entreprise, de voir s'il y a une vraie viabilité sur les réseaux, ça marche aussi, de voir aussi sur société.com ou d'autres plateformes pour permettre de vérifier qu'effectivement l'entreprise existe bien et qu'elle est en position de pouvoir répondre aux travaux. Mais il y a aussi d'autres petits tips, de leur demander aussi aux entrepreneurs ou à l'artisan qui est devant nous d'aller visiter un chantier en cours. C'est des conseils que je sais faire, qu'on le fait, qu'on propose à nos clients, de dire voilà, nous actuellement on sait faire telle opération, on a des opérations en cours, si vous voulez, on invite. Sous la validation de mes clients, je propose de faire visiter leur chantier à d'autres personnes. Et en fait, ça crée un lien de confiance qui montre que l'artisan qui est en face justifie ses prix. Nugéry, nous, on sait justifier nos prix. On sait aussi montrer qu'on est toujours actif, parce que la personne peut montrer sur l'envoi des documents administratifs qui existent aujourd'hui et qu'on doit fournir légalement à nos clients, qu'on sait justifier notre viabilité, notre solvabilité aussi, et tout simplement aussi de faire visiter nos opérations en cours, qui montrent et qui rassurent aussi beaucoup de nos futurs clients. Ça, c'est des petits conseils qu'on peut donner à tout le monde pour se dire que lancer les travaux, effectivement, ce n'est pas la recommandation parce que c'est tonton X ou tonton Y ou l'ami de mon ami ou parce que voilà, je pense que quand il y a des sommes en jeu, c'est comme toute chose, c'est prendre le temps de la réflexion. Des fois, je dis, vaut mieux démarrer avec un peu de retard, mais bien démarrer, que de vouloir se précipiter parce qu'on a des échéances et au final tout rater. Il est important de se dire que faut prendre les travaux comme une case à part dans le projet. Et les travaux, une case à part dans le projet, c'est-à-dire il y a son temps, il y a son timing, mais il y a aussi le timing de préparation. Et ça en fait partie. J'ai pas les conseils miracles parce que un fossoyeur, il va toujours trouver une solution pour arranger ou pour arnaquer. Mais il y a quand même des petits garde-fous, se renseigner sur l'entreprise, on y joue déjà pas mal. Après, voir la recommandation aussi, quelle était l'origine des travaux de la personne. La personne a-t-elle fait deux murs porteurs ou peut-être un peu de maçonnerie et puis il était en auto-entrepreneur et il s'est considéré comme entrepreneur pour pouvoir rénover 90 mètres carrés, compris maçonnerie. Pas du tout. Parce on s'est dit aussi que le devis était alléchant. Son offre était très intelligente, très Bah, alléchante. souvent, En c'est bas de comme la ça. page, et ben on se rend compte que en fait, le bas de la page, ça veut dire beaucoup de choses, mais quand on gratte un peu, en fin de compte, je vais payer une souffrance. Mm. Et c'est ce qu'on nous on valorise chez Nugéry, c'est ce que je mets en avant auprès de tous nos clients. Je dis voilà, on sait justifier nos prix. On sait justifier nos prix et j'incite, et je le redis encore un peu, j'incite mes clients à nous mettre en concurrence. J'aime ça parce que on se challenge déjà de un et on peut justifier les prix. C'est aussi et même le même petit dernier conseil que je donnerais, c'est d'analyser le devis. Une fois que le devis est reçu, il y a des devis qu'on connaît où on se pose beaucoup de questions. On a un gros pâté d'informations et on a une somme en bas, sans détail, sans descriptif de travaux clairs, sans prendre en compte des paramètres que lors de la visite on a pris en compte. Et tout ça, ça en dit beaucoup aussi des fois sur l'artisan. Ça en dit beaucoup sur l'entreprise aussi parce que elle a juste balancé une offre de prix qui lui considérait intéressante peut-être pour faire son plan, mais pas pour faire tes travaux, pas pour faire le chantier, pas pour faire le projet initial. Et tout ça, ça en joue. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a certains artisans, en fait, ils se basent par rapport à la capacité d'emprunt du client. Souvent, il y a des clients qui vont dire, oui, pas moi, entre guillemets, je ne peux que emprunter 40 000 euros, 50 000 euros, whatever, 100 000 euros de travaux. Pour mon enveloppe travaux, je ne peux pas plus. Et donc, du coup, par contre, tu vas voir que les travaux qui sont demandés sont beaucoup plus coûteux que ce que la personne, enfin, le financement peut le permettre. Et donc, du coup, bah, il y en a, pour eux, c'est une aubaine. Ils vont faire un devis qui coïncide par rapport à ça, et or qu'ils savent très bien qu'ils sont pas en mesure de bah, pouvoir en fait faire les travaux avec ce type de montant-là. Donc c'est aussi une forme d'arnaque aussi, de tromper, et juste parce qu'ils disent c'est toujours mieux d'avoir 50 000 euros dans ma poche que de, entre guillemets, laisser passer un client qui a déjà un financement validé. Donc par rapport à ça aussi, c'est une arnaque, et il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par rapport à ça aussi. Ouais. D'où ce que je disais sur le challenge, ça en fait partie, c'est de ne pas divulguer tout de suite son budget.
C'est un peu le petit conseil, c'est d'attendre, de voir les devis. Moi, on ne demande pas forcément à connaître le budget parce que ça veut tout et rien dire. On peut avoir 50 ou 60 000 ou 90 000, mais les travaux qu'on me demande de faire sont au-delà de ça. Donc parfois, il est bon juste de savoir les informations de ce qu'on veut faire, du projet. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise. C'est aussi de conseil. On est sachant, on donne aussi ce rôle-là en disant attention, ok, il y a 50 000 euros d'enjeu par rapport à votre budget parce que vous considérez au début que ça allait vous suffire pour les travaux que vous avez prévus, mais au vu des charges ou du cahier des charges que vous me demandez, malheureusement, j'y arrive pas. Et ça reste aussi une vérité qu'il faut savoir dire. C'est aussi là aussi qu'on reconnaît l'artisan ou l'entrepreneur par sa vérité, par ses mots clairs qui sont de se dire bon, bah, j'ai envie de vous dire, ok, mais ça ne matchera pas pour ce que vous voulez faire. On sera obligé de faire des concessions. Il est évident que donner toutes les infos à une personne que vous ne connaissez pas tout de suite, Oui, c'est pas forcément le bon conseil. L'idée, c'est vous avez un projet de faire des travaux. Voici mon projet. On le détaille, on fait le tour ensemble, on visualise, on s'implique aussi. Quelqu'un qui ne s'implique pas dans la visite, la première visite, qui ne pose pas les questions, qui ne cherche pas à comprendre, faut le voir déjà inquiétant parce que un entrepreneur, il sait que quand il va engager ses travaux, lancer les travaux, son but c'est de faire du chiffre, de réussir, de finir le chantier. Donc il va pas s'amuser à vouloir avoir beaucoup de surprises ou de découvrir des trucs qui n'étaient pas chiffrés ou qu'il a sous-chiffré et qu'au final ça lui retombe dessus. Donc dans le projet initial, on part du constat qu'il y a besoin de faire certaines choses, certains travaux, de modifier la cuisine, modifier l'emplacement des chambres, passer le nouveau réseau électrique. Et toutes ces questions-là, ça doit faire tilt même à la personne qui n'a jamais fait de travaux. Une visite qui se fait de manière assez bâclée, 5 minutes, ok, bam bam, pour un gros projet comme ça reste un peu inquiétant. Donc en vrai, il faut pas hésiter à challenger l'entrepreneur. et je suis d'accord avec toi parce que moi je me souviens bah, comment je me suis fait arnaquer. Bah, déjà de un parce que j'avais vu quelques tips, enfin la, on avait dit quoi, la recommandation, Mm. mais aussi bah faut être honnête. J'étais étudiante hein, quand j'ai fait ma D'accord. première opération d'achat-revente. J'ai vu le devis, j'ai dit waouh, Magnifique. magnifique. Il rentre dans mon Il rentre budget. exactement. Et je me suis pas, et tu sais, je me suis pas, enfin, j'ai pas trop cherché. En plus, je dis, en plus, bah, je suis vraiment tombée sur l'aubaine, l'artisan. En plus, après, il m'a blagué, oui, t'inquiète pas, au Portugal, je vais récupérer des trucs pas chers, etc. Et in fine, bah, j'ai jamais vu la couleur de mon argent. Donc, c'est pour dire qu'il faut vraiment faire attention parce que souvent, en fait, une offre aussi qui est trop alléchante, enfin, quelqu'un qui pose pas des questions et qui vous met aucun warning, tu lui dis, oui, je veux, entre guillemets, un type de carrelage qui coûte hyper cher. Il te dit non, il n'y a pas de souci, faut se poser des questions. Ça veut dire que clairement, soit vraiment il sait pas faire ses chiffrages et c'est Mm. compliqué, mais souvent c'est que il sait très bien ce qu'il fait, il va prendre ton argent, il va faire une fois, deux fois, parce que souvent comme c'est par appel de fonds, il vient une fois, deux fois. S'il voit que vous êtes facilement manipulable, il va dire que oui, il y a une hausse Mais des coûts des totalement. matériaux, et à la fin, quand il aura récupéré 80% de ton enveloppe travaux, il va fuir, et Il il va disparaît. prendre la poudre d'escampette. Donc, du coup, par rapport à ça, pour rebondir, selon toi, est-ce que ce type de problématique qu'on a cité par rapport aux arnaques bah, contribue aussi à la mauvaise réputation des artisans? Parce que les artisans, ils ont quand même une mauvaise réputation. La réputation, c'est que bah, vous faites des malfaçons, vous ne finissez jamais vos chantiers, vous avez tout le temps des retards, vous êtes pressé d'encaisser les acomptes. Donc, en fait, voilà, les malfaçons, c'est pas faire votre travail, etc. Et que, entre guillemets, voilà, vous êtes. Enfin, tout qu'on peut dire et que tu as déjà entendu sur les artisans, bah, en gros, c'est ça. Donc, ça contribue à une certaine réputation. Donc, qu'est-ce que. Enfin, est-ce que pour toi, c'est à cause de ça que les artisans ont une mauvaise réputation? Et aussi, l'objectif, c'est pas juste de pointer du doigt les artisans, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour essayer de redorer quand même le blason du bâtiment, des PTB et des artisans? Parce qu'il n'y a pas que Alors, du mauvais. il y a pas que du mauvais. C'est effectivement, c'est l'image que malheureusement beaucoup ont vécu et aujourd'hui avec les réseaux, ça se démultiplie. Donc on le prend encore Julien plus. Courbet, hein, c'est. Hein. Ouais. Et avec les chaînes de télé encore plus, on le prend en pleine face. Et en fait, nous, on combat ça. Parce qu'on arrive chez des gens, on arrive sur un projet, et on doit à chaque fois justifier qu'on va essayer de finir, qu'on va pas essayer, qu'on va finir le projet, qu'on va se bagarrer avec nos clients, qu'on rentre dans de l'intime. On fait beaucoup de social en fait dans le bâtiment. Parce que quand on rentre dans un projet de famille, on rentre dans un projet d'une vie pour certaines personnes, mais ben on se rend compte qu'on va devoir casser tous ces préjugés et de justifier que
le prix qu'on a mis en bas du devis et ce qu'on va essayer d'atteindre en termes d'exigence et en termes de finition par rapport à ce que le client attend, c'est ce qu'on peut faire. Et ça, c'est le combat qu'on a depuis que les gens ont commencé à créer des voleurs et tout ce qui s'ensuit dans le domaine du bâtiment. Aujourd'hui, on ne fait que à chaque fois justifier tous ces problèmes-là qui ont été rencontrés parce que dans la famille, on a toujours quelqu'un qui a vécu une sale expérience dans le bâtiment et qui depuis, les malfaçons, ceci, cela. Et en fait, des fois, à 80% du temps, quand on parle de malfaçon, c'est beaucoup de soit de mésentente ou soit de l'incompétence. Soit le client en face et l'entrepreneur ne sont pas bien compris et donc on peut parler de malfaçon, mais bon, le professionnel va rester un professionnel, donc il va reprendre et il va se bagarrer pour que le client soit satisfait. Et c'est là qu'on va voir que le voleur, en fin de compte, lui, il va disparaître parce qu'il va se rendre compte qu'il ne sait pas faire ou que c'était pas ce qui était prévu et que lui, c'est pas son problème maintenant. Mais un artisan ou un entrepreneur qui maîtrise son sujet, il va vraiment prendre le temps d'analyser ou de regarder et de comprendre le besoin. On a un grand devoir de conseil dans notre domaine parce qu'on se rend compte que les gens sont pas sachants. Quand on veut mettre tel produit, tel revêtement à tel endroit, on doit le conseiller. Et en fait, toutes ces pistes-là doivent aussi permettre aux clients qui vont prendre un entrepreneur de se rendre compte si l'entreprise qu'ils sont en train de prendre ou qui ont choisi, elle est compétente. Parce que on doit plein de conseils. On ne s'imagine pas que rénover un appartement ou rénover une maison, c'est beaucoup de paramètres. Donc, si on ne prend pas tous ces aspects-là en compte et si on ne prend pas le temps d'échanger avec un client, il faut se poser des questions quand même sur l'entrepreneur. Sur l'entreprise qui est vis-à-vis de vous, qui est là. Si elle, tout va bien, non, il n'y a aucun problème, tout va bien. Ça va, oui, ça va. Elle ne veut pas savoir quelle est la couleur du carrelage que vous allez choisir. Elle vous met non. Et en fin de compte, tous ces conseils-là, toutes ces solutions-là, sont des manières de se dire, sont des manières de faire tilt pour dire attention, c'est plus ou moins la bonne entreprise parce qu'elle écoute, parce qu'elle prend le temps d'agir, elle comprend, elle vous conseille, et surtout elle essaie de remédier à certaines inquiétudes. Alors qu'une personne ou une entreprise qui est là que pour l'intérêt et qui demande des appels de fonds toutes les semaines, il faut aussi se poser beaucoup de questions. Elle a monté. Il faut se poser de questions parce que on s'entend toujours on se met d'accord sur un démarrage, un montant Oui. de démarrage qui est lié à la compte, qui varie aussi. Un compte, c'est pas fixe. 30%, c'est ce qu'on aime bien dire, mais quand il y a des sommes qui sont engagées, on peut très bien demander un étalement des 30% sur plusieurs mensualités. C'est-à-dire, on fait un démarrage avec 10%, et après, on se dit dans un mois ou 2 semaines, on fait encore 10%, et on voit le réel. Les 30%, il n'y a pas forcément d'obligation. Oui. Et c'est aussi ces petits conseils-là qu'on veut donner, parce que c'est à cause de toutes ces choses-là que les gens ont vécu des sales expériences, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, il va peut-être pas être bien accueilli et au final il va devoir encore plus cravacher ou plus travailler pour pouvoir rassurer le client en lui disant non, vous inquiétez pas, on va finir votre projet, on va aller jusqu'au bout, on va se bagarrer ensemble parce que je suis pas tout seul dans le bateau, c'est votre projet mais je suis celui qui va l'exécuter, donc on va travailler ensemble, on va se bagarrer et on va y arriver. Et c'est aussi le leitmotiv de mon entreprise. C'est comme ça qu'on a aussi notre petit bagage d'expérience pour dire que on emmène tous nos clients sur cette partie-là, on dit c'est un projet commun. Vous m'avez choisi, on a eu l'honneur d'avoir été choisi par vous, et par rapport à ça, vous allez voir qu'on va vivre une belle expérience qui va être dure, mais qui va arriver au bout, vous serez bien content. Parce que vous aurez pris le temps, on aura pris le temps de discuter, de mettre les choses qui vous plaisent. J'ai eu des expériences qui sont incroyables. J'ai eu des gens qu'on a posé le carrelage le matin, le soir elle est arrivée, elle s'est mise à pleurer la cliente parce que ça ne rendait pas le rendu n'était pas là. Et pourquoi? Parce qu'au final, ça marche bien sur une page Pinterest, Mais ça marche pas chez mais toi. ça marche pas dans ta maison ou dans l'aspect de ta décoration. Et on s'est assis, on a pris le temps de digérer. J'ai dit bon, on va le déposer, le carrelage il est encore frais, on va le déposer tout de suite et on va essayer de trouver une autre solution. On va essayer de essayer de voir un carrelage, on va prendre le temps. Donc effectivement, je gagne pas non plus tout le temps, mais à la fin j'ai gagné une reconnaissance qui est mieux que pas forcément que de gagner beaucoup d'argent des fois. Parce que j'ai une cliente qui est satisfaite, qui a compris son problème, et je l'ai emmenée jusqu'au bout, et après, derrière, elle était contente, et elle m'a recommandé dans d'autres trucs. Et c'est ce qui va nous différencier aussi d'un escroc, si je puis le dire. Ouais, parce que in fine, vous avez quand même le souci en fait du client. Et ce qui est vraiment en fait des fois déroutant dans le milieu du bâtiment, c'est que in fine,
Bah, moi, personnellement, bah, j'en ai été victime. Mm. Et j'ai été victime déjà dans un premier temps de l'arnaque. Et là, on va venir des malfaçons. Et entre guillemets, que tu te retrouves avec des gens qui arrivent à dormir sur sur leurs deux oreilles, pardon. Bien sûr. Et que finalement, bah, ils se disent pas, je l'ai arnaqué 30%. Son truc, il est tordu, bah, il s'en fout. Et c'est vrai que, justement, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver, en fait, des entreprises qui ont vraiment, en fait, le souci du client. Parce qu'in fine, bah, une réputation, c'est facile à détruire, mais difficile à construire. Totalement. Et donc par rapport à ça. Et en fait, pour revenir par rapport aux malfaçons, aussi, il faut pas se mentir, il y a des artisans, c'est pas qu'ils sont pas incompétents, mais c'est qu'ils sont pas compétents dans tout. Parce que souvent, il faut se méfier aussi des entreprises où on dit tout corps d'État. Parce qu'entre guillemets, il y en a vraiment qui arrivent à, entre guillemets, à maîtriser tous les corps de métier, mais il y en a d'autres pas du tout. Bah, moi, justement, après ce qui s'est passé, bah, c'est le même chantier, hein, le même chantier, pardon. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, du coup, quand la personne, bah, j'ai compris que, bah, elle avait disparu, que Il la fallait personne, trouver quelqu'un elle d'autre. avait, faut en trouver quelqu'un d'autre, bah, j'ai fait une autre erreur, bah, j'ai fait appel, je me suis dit, bah, ok, je vais plus passer par une entreprise tout corps d'État, je vais faire appel à des artisans solo, qui ont leur micro-entreprise, etc. Et c'est là que ça a été encore la catastrophe, parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des travaux dans une grange. C'était une grange. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu reviens sur les réseaux sociaux, avant, après, ça a l'air facile. Ouais. Et moi, je me rendais pas compte que je m'engageais dans une opération de construction de grosses œuvres. Ouais. Et donc, du coup, bah, fallait faire la maçonnerie, il y avait la création des étages supplémentaires, etc. Et c'est là où il y a eu énormément de couacs, parce que bah, le maçon n'était pas compétent, il mettait pas assez enfin, les escaliers ne tenaient pas. Et ce qui s'est passé aussi à un moment donné, c'est que bah, le deuxième étage où il fallait full construit parce que le premier étage il y avait déjà Un plancher. un plancher, donc du coup il a juste fait un réagréage, il a fait un truc simple et tout, donc c'était ça allait. Mais c'est l'autre quand il fallait le créer, Ouais. madré, bastin, etc. Création de Et plancher qu'il a bois. fait couler sur les dalles d'OSB du béton, je me suis retrouvée avec un sol tordu. Ouais. Il était pas droit du tout. Et tu mettais. En fait, ce qui était. Il a essayé de le rattraper. Et ce qui s'est passé, c'est que je mettais une bille, elle allait au milieu. Ouais. Ils allaient tout au milieu. Donc en fait, il y avait un gros trou un peu au milieu. Et en fait, c'était vraiment effarant. Et C'est... c'est là que je me suis dit, Oh waouh! là là. Et on s'est retrouvé aussi avec le plancher qui tremblait. Alors qu'on avait fait tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, bah, c'était compliqué quoi. Et à un Ouais. moment donné, Bah, moi, et je me suis fait avoir dans quoi encore? C'est qu'il m'a dit, oui, moi j'ai 20 ans de maçonnerie, bon, sans donner une communauté, mais il venait d'une certaine communauté qui est très réputée pour être excellent en bâtiment. aïe. Et j'ai dit, ah bon, c'est bingo, ticket gagnant. Il a fait 20 ans plus dans le pays en question. Ouais. Au final. Au final, mes escaliers n'étaient pas droits. Enfin, il a fait des escaliers, donc du coup, des escaliers en béton. Bah, tu marchais, bah, ça s'est frité. Oula. On voyait les Le barres de fer à dosage. l'intérieur. Donc ça veut dire que c'était la catastrophe. Et là, franchement, ça a été la décadence. Parce qu'à un moment donné, je te passe tous les détails. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Des plaquistes qui se disaient qu'ils étaient plaquistes, mais ça n'allait pas plaquer. Un électricien, laisse tomber. Donc c'est-à-dire qu'in fine, j'ai pris que des mauvais artisans. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Et je suis arrivée à la catastrophe où j'ai vu que là, j'allais droit dans le mur. Ouais. Et c'est là que j'ai dit non, il faut que je trouve vraiment quelqu'un qui peut enfin, une entreprise qui peut m'être recommandée pour pouvoir, entre guillemets, rattraper le coup. Et je me souviens, l'entreprise, elle voulait pas. Et c'est là que souvent, des entreprises comme la vôtre interviennent. Tu viens comme le pompier Ouais. pour venir sauver un chantier qui est totalement, bah, j'ai envie de te dire, Catastrophique. catastrophique. Et souvent, vous hésitez à récupérer, mais comme c'est un métier humain, vous récupérez parce que, in fine, quand tu es une entreprise qui te respecte et qui fait les choses dans les normes, bah, vous avez des assurances, vous engagez vos assurances. C'est exactement Il y a ça. la décennale, il y a tout ce qui va avec. Et donc, du coup, des fois, c'est un peu délicat aussi pour vous. Donc, maintenant aussi, comment, par rapport à ce que je viens de te dire, on peut aussi qualifier un artisan. Parce qu'il y en a, ils vont dire qu'ils savent tout faire. Oui, je suis maçon, je connais, etc. Bon, ça revient peut-être après ce que tu as dit au début, voir les chantiers, etc. Mais des fois, bon, tu sais, quand tu fais un gros chantier, t'as pas forcément... Et il y en a, des fois, ils vont te montrer un truc, tu vois que c'était bien. Par exemple, il y a des photos que j'avais vues, bah, à distance, tu vois que c'était bien. Mais in fine, quand tu regardais, c'était pas aux normes. Oui. C'est-à-dire, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils vont t'envoyer des photos. Est-ce que c'est leurs photos? Ils vont t'amener sur le chantier. Sur le moment, ça allait bien. Ça a l'air bien. Et in fine, 6 mois plus tard, ça pète. Oui. Tu vois, ça aussi, des fois, tu le vois pas. Bah, t'as totalement raison hein. Sur ça. Il y a... En vrai, il y a aussi beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises qui se disent tout corps d'État, comme tu l'as dit,
mais qui se dit tout corps d'état parce qu'ils ont dans leur sillage ou dans leur environnement, ils ont quelques plombiers, quelques maçons, quelques trucs, et donc ils arrivent à se mettre le tout corps d'état. Donc il est important aussi, dans ce que je disais au début, c'est de continuer à gratter un peu et de se rechercher, parce que si le projet n'est pas que de la simple rénovation, mais elle est aussi une rénovation lourde en termes de gros œuvres, en termes de ce qu'on appelle purement gros œuvres, c'est-à-dire structurel. Si le projet emmène aussi dans la structure, ou s'il emmène aussi dans cette partie rénovation, il est aussi recommandé de se faire conseiller, d'aller chercher un architecte, d'aller chercher des entreprises, des entités qui font vraiment de la maîtrise d'ouvrage pour le client, mais la maîtrise d'œuvre pour l'entreprise qui va suivre. Et il est important aussi de bien s'entourer. À un moment ou à un autre, on veut toujours faire des économies, Mhm. et au final, on se rend compte qu'on paye plus cher. Il est parfois plus intéressant de payer. On veut payer moins cher au début, mais après, on se retrouve à payer plus cher. Ça, c'est l'une des phrases que dit l'un de mes associés. Il le dit souvent. Il dit voilà, il est parfois, bah, en fait, tout simplement plus cher plus cher de vouloir payer moins cher, on va payer plus cher à la fin. Voilà ce qu'il dit textuellement. Parce qu'en fait, on se dit, je vais minimiser le coût, je vais minimiser les personnes qui peuvent m'aider, ou prendre une entreprise qui est vraiment qualifiée. Et pour répondre à ta question de savoir est-ce que l'entreprise est tout corps d'état, est-ce qu'elle est réellement tout corps d'état, est-ce qu'elle fait vraiment tous les lots, bah, ça reste malheureusement aussi une grosse partie d'inquiétude, de questions, mais qu'il faut interroger avant que le chantier commence. Tout simplement en interrogeant l'entreprise, en interrogeant les patrons de l'entreprise, qui va suivre le travaux, est-ce qu'elle a déjà une expérience dans le gros œuvre, est-ce qu'elle a déjà fait des chantiers de cette envergure-là, est-ce qu'on peut nous présenter des chantiers de cette envergure-là, de ce type-là. Moi, ça nous est arrivé d'avoir été mis en concurrence sur une opération sur une ville proche de Paris, où on a été mis en concurrence avec une entreprise qui avait 20 ans d'expérience. Moi, j'en avais moins de 10. Mais la différence, c'est joué que moi, j'ai un bagage vraiment gros œuvre, parce que dans mon entité, vraiment fait que du gros œuvre. Et le projet avait une grosse partie en termes de gros œuvre qui était impressionnant. On avait une reprise en sous-sol, on avait une reprise, un agrandissement structurel, et on avait un étage ou 2 étages supplémentaires à prévoir. Donc on ne parlait pas d'un petit chantier de rénovation d'une maison, on parlait d'un chantier d'extension et surélévation d'une maison. En plus, avec ce qu'on appelle des fondations profondes, c'est-à-dire en pieux. Et nous, ce qui a joué en notre faveur, c'est que, et moi, ou un de mes collègues, ou même les artisans qui étaient dans l'entreprise, ont déjà manipulé du gros œuvre, ont déjà fait des expériences de chantier gros œuvre, de grosses catégories. Et ça, en fait, les clients l'ont su comment? Lorsque je leur ai donné un petit peu mon CV, mon parcours, le parcours de l'entreprise, parce que ça a été des clients qui ont dit, on engage quand même une grosse somme, c'était un chantier à plus de 500 000 euros, on engage des grosses sommes, donc par rapport à ces grosses sommes-là, on veut savoir avec qui on va travailler. Et c'est un chantier qui a duré sur presque un an, un peu plus d'un an. Donc il était hors de question de prendre l'artisan ou l'entrepreneur le premier venu parce qu'il a un très bon prix ou parce qu'il est le plus compétitif. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte aussi à la fonction de la taille ou du modèle de chantier qu'on veut faire. Sur ton projet, euh, au vu de ce que tu donnes comme description, il aurait été bon de se dire, bon, avant de commencer, je vais mettre autour de moi toutes les entreprises qui sont en potentiel de pouvoir le faire, si je prenais le cas où je ne connais rien du tout. Telle était ta position à l'époque. C'était de me dire, je ne connais rien du tout, je veux prendre un panel d'entreprises qui ont déjà fait du bâtiment, qui se disent tout corps d'état, et commencer à les interroger, savoir un petit peu, questionner sur le financement, comment ça va se passer, quel était leur planning. Il y a beaucoup de choses aussi en termes de Exactement. planning, parce que le planning révèle beaucoup de choses. Un planning cohérent montre aussi la crédibilité ou la vraie valeur en fait de l'entreprise, parce que elle sait te dire que ton gros œuvre, excuse-moi Noémie, mais ton gros œuvre ne durera jamais un mois Et, je- pour ce que tu as à faire. et franchement, là, tu as mis un point que j'avais même pas mentionné lors de ce podcast. C'est vrai, parce que du coup, quand tu me parles, je me dis, waouh, j'ai vraiment été con. Parce que c'est vrai, in fine, il disait, oui, t'inquiète pas. Moi, il y avait du gros œuvre. Il y a des Mais bien périodes de sûr. séchage, etc. Bah, elle me disait, ouais, 4 mois, c'est fini. Et moi, j'ai fait de l'achat-revente. C'est ma première. J'ai dit, ah, bingo, 4 mois, Ouais. bingo. Ah, mais vraiment, tout ce Extra. que j'entends sur Pour une Internet, grange, c'est vrai. Non, mais. magnifique en plus. Et donc voilà, et tu te rends compte que quand tu creuses un peu plus, c'est Ouais. pour ça que quand on dit faire appel à des professionnels, c'est aussi toute cette partie un peu avant démarrage travaux, c'est qu'il y a une vraie préparation, c'est de se renseigner sur l'entreprise, même Mhm. si elle est venue par recommandation.
on fait ce qu'on appelle les consultations. Ce qu'on appelle grossièrement, c'est en fait, on met au vu de toutes les offres, on prend le temps d'analyser chaque entreprise, de recevoir chaque entreprise, de défendre son projet, comment il le voit. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on fait un devis, on n'a pas la même vision que l'autre entreprise. Nous, on se dit qu'à tel endroit, on peut optimiser, pourquoi pas faire un mur de telle dimension quand on peut en faire de telle dimension. Et tout ça, mis bout à bout, bah, tu te donnes un peu plus de temps avant de démarrer, mais tu te rends compte que c'est cohérent, parce que c'est possible. Et en fin de compte, en tant que client, même si on n'a jamais fait de bâtiment, on se dit, bon, je me suis donné les moyens de prendre le temps avant de commencer mes travaux. Et en fin de compte, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires vis-à-vis de lui, parce qu'il est tout corps d'état, mais quand je vois son planning, ou quand je vois telle demande, ou telle information sur ce mur, il n'est pas cohérent. Quand je parle de gros œuvres, automatiquement, je fais allusion à des plans de maçon, par exemple, parce que je me dis, je vais faire appel à un bureau d'études, structure, pour pouvoir me dire si mon mur que je vais monter ou que je vais démolir, j'ai le droit de le faire. Ou est-ce que quand je vais le démolir, je n'aurai pas de répercussions sur la toiture, sur les fondations, ou ceci ou cela. Donc, on se rend compte que dans mon devis, il est un peu plus étoffé, mais parce que je justifie en disant, attention, moi, je fais appel à un bureau d'études pour telle partie. Parce que je ne sais pas vous dire que ce mur-là, sans comme ça, de visu, parce que j'ai tapé, il n'a aucun impact, parce que la méthode de je toque dans le mur, donc ça va, il n'est pas porteur, il fait creux. Oui, mais attention, mais ça, c'est une technique, dans les maisons parisiennes, dans les appartements, comme ça, tac, tac. faut savoir que dans les constructions parisiennes, on a vite été surpris quand on se rend compte qu'il y a du mâche-fer dedans et que le mâche-fer, il est renforcé avec du bois et que ça a un impact. Donc, donc en fin de compte, c'est tout plein de petits trucs comme ça qui font que lorsque on se met autour d'une table avec différents entrepreneurs, on se dit, en fin de compte, effectivement, il est peut-être un peu plus cher ou il est peut-être cohérent sur son prix, mais au moins, je suis un peu plus rassuré parce qu'il a su déceler des trucs que je n'avais pas vus par rapport à telle entreprise, par rapport à tel truc. Donc, en vrai, en conclusion, si je dois mettre une conclusion sur cette partie-là de comment trouver le bon artisan, c'est de se dire, prends le temps de chercher l'entreprise qui va t'épauler dans ton projet. Prends le temps. Et l'entreprise qui te dit non, pas besoin de chercher d'autres entreprises, moi je suis là. En plus, regardez, j'ai déjà posé 2 cuisines, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Ok, mais est-ce que tu as une assurance? Est-ce que t'as pignon sur rue? Elle est où ton entreprise? Vous avez des bureaux? Vous êtes combien? En fait, ne pas hésiter à aller dans l'interrogation. Mais il y a aussi cette histoire d'assurance, parce que du coup, il y avait, justement, tu sais de quel projet je parle, je ne vais pas trop en dire plus. Justement, expliquer qu'il y avait certaines, justement, entreprises de bâtiments qui prenaient des assurances à l'étranger, et que du coup, dès qu'il y avait un paix ou un gros problème, en fait, ils se sont rendus compte que les assurances, c'était des assurances fictives, c'était une coquille vide. Et donc, du coup, surtout qu'on a des assurances pour dommages ouvrages, etc., exactement, les assurances d'abandon de chantier, d'incendie, etc. Et donc, entre guillemets, des assurances qui fait qu'entre guillemets, même s'il y a un gros problème avec l'artisan, tu peux te retourner avec l'assurance et pouvoir, entre guillemets, que le chantier soit continu sans que ça pose de problème. Et il y en a beaucoup qui avaient des assurances fictives de coquilles vides, etc. Et donc, du coup, ça posait beaucoup de problèmes également, même au niveau des banques, parce que du coup, maintenant, ils exigent, par rapport à l'artisan, et là, je parle même de l'artisan, mais aussi, par exemple, aux porteurs de projets, l'investisseur ou le particulier, d'avoir aussi une assurance qui leur permette, entre guillemets, s'il y a un pépin, de pouvoir aussi se retourner parce que, entre guillemets, quand tu as déjà dépensé 50%, 60% de ton enveloppe travaux et que tu te rends compte que tout est à refaire, donc en gros, il faut reprendre du début jusqu'à la fin, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas assez d'argent par rapport à ce qui reste, c'est là que les assurances qui jouent un rôle important. Ah oui, totalement. Et c'est toujours sur l'interrogation de l'entreprise, c'est de se dire que à quel niveau elle est assurée. Il faut savoir que dans le bâtiment, on paye des cotisations d'assurance par rapport à un certain niveau de chiffre d'affaires aussi qu'on fait ou à certains types de travaux qu'on fait. Et lorsque vous faites ce qu'on appelle les chantiers de tout corps d'état, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va demander aussi une assurance qui comprend et qui englobe tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte aussi que l'artisan ou l'entreprise, elle tient la route, parce que pour pouvoir payer une assurance qui prend encore tous les lots, il faut se dire que l'entreprise, oui, effectivement, elle tient la route parce que tous ses ouvrages sont assurés. Et donc ça, on peut le savoir comment? Vous demandez l'assurance de l'entrepreneur, on passe un coup de fil à l'entreprise, à l'assureur, et l'assureur va dire oui, il est à jour dans ses cotisations, ou effectivement, il est assuré pour tel niveau, tel niveau, tel niveau. Moi, pour la petite histoire, ça m'est arrivé de démarrer une opération, ou de vouloir démarrer une opération,
Et en fait, le client faisait appel à une dommage ouvrage, c'est-à-dire c'est une assurance Mhm. complémentaire de mon Mhm. assurance Exactement. qui lui permet, en fait, en cas de litige ou en cas de souci au niveau des termes des travaux, de pouvoir l'aider ou l'assister au niveau financier sur la fin de travaux ou sur les reprises de travaux. Et par rapport à ça, la dommage ouvrage a exigé d'autres documents par rapport à notre société pour Mhm. vérifier si on était déjà en mesure de faire les travaux qui nous ont été demandés, c'est-à-dire qu'on a les compétences et les qualités et les qualifications. Et en plus de ça, afin de vouloir assurer le client, il fallait qu'on vérifie aussi notre chiffre d'affaires pour pouvoir dire oui, effectivement, l'entreprise est en mesure de pouvoir faire tel volume d'activité et ce projet-là parce qu'il y a un certain volume de prix, un certain chiffre d'affaires, et donc on peut les assurer. Et en fait, toutes ces pistes-là permet en fin de compte nous permet de se rendre compte que tout simplement c'est possible de trouver le bon artisan parce que en termes d'assurance, en termes de documents administratifs, il est à jour. Voilà. Mhm. Et donc c'est des petites pistes à gauche à droite qui permet de trouver l'artisan ou l'entreprise, j'aime bien dire l'entreprise, compétente sur le projet. Voilà. Et donc, du coup, par rapport aussi, bon, mon activité de marchand de biens, ce qui est aussi très important, c'est aussi de tenir les délais. Ah, Donc, les ça. tenir les délais, parce que l'objectif pour nous, bah, c'est d'acheter rapidement, de rénover rapidement et de revendre rapidement et de recommencer, parce que c'est comme ça qu'on récupère du cash. Mm. Et moins de temps tu passes dans l'opération, bah, plus tu fais d'opérations, plus tu gagnes. Et bah, malheureusement, des fois, il y a des retards de chantier. Et il y a aussi les devis qui doublent. Moi, ça m'est arrivé une fois dans une opération. Bah justement, je pense que j'ai fait l'erreur. Là, je me rends compte de l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai dit voilà. Et je savais, en plus, c'est con, hein, que j'avais un certain montant qui était disponible. Et je crois que les travaux à la base, ils m'avaient dit 25 000 euros. Et le fait que j'avais beaucoup plus, et Alors, ben à la fin, il a fini toute l'enveloppe qui était de 50 000 euros. Et en fait, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que il est venu, il a fait, et clairement, je pourrais pas dire que c'est pas une entreprise sérieuse parce que le travail était bien fait, ouais. sauf que il m'a fait un chiffrage et à chaque fois il dit oui, mais j'avais pas vu que là fallait bien reprendre. En fait, il avait toujours des trucs et c'est à dire qu'à un moment donné, moi j'avais pas les arguments Ouais. pour dire mais en fait tu m'as déjà fait le chiffrage de ça, etc. Ah non oui je dis que j'allais te poser la fenêtre, mais je vais pas te faire la reprise du Oui, linteau, bien sûr. etc. Et au fur et à mesure, bah, je me suis retrouvée avec, oui, les 50 000 euros qui étaient à disposition. Bah, c'est parti. Donc, du coup, à un moment donné, comment expliquer les retards de chantier? Comment faire en sorte que un chantier soit tenu? Je sais que, voilà, bon, on peut mettre certains, dans le contrat des pénalités de retard, mais je Oui. sais que c'est pas tout le monde qui l'accepte, etc. Et il faut voir aussi, in fine, si il y a les pénalités, les gens le payent, parce qu'il y en a qui disent Ouais. oui, oui, mais ils payent pas les pénalités. Et aussi les devis qui doublent. Bah, il y en a aussi qui, c'est à la tête du client, ils voient que tu es un peu voilà, ils te jugent un peu. Il y en a, ils ont le flair. Bah ouais, Ah, elle a bien les sûr. moyens, etc. Et après, on reviendra à une autre question, mais ça c'est un peu pimenté. Et donc, ils mettent des devis assez chiffrés parce qu'ils voient à la tête du client, de la cliente, que voilà, il s'y connaît en rien, etc. Et in fine, ça correspond pas justement au coût enfin, au prix Ouais, global du coût marché, quoi. j'ai envie de dire que pour répondre à cette question qui est bien développée, c'est de se dire que se joue beaucoup la partie du devis. Mhm, Un devis qui est bien détaillé, qui est bien construit, qui reprend point par point ce qu'on veut faire comme travaux, c'est déjà une force sur l'encadrement du budget des travaux. mhm, Je donne un exemple. Sur une rénovation en tant que marchand de biens, vous avez peut-être deux chambres à réaliser en plus, une salle de bain à déplacer. Et ben en fait, si on retrouve les lignes de chaque chose qui est à faire, qui sont bien détaillées, bien justifiées, ben, en fin de compte, on a déjà encadré mhm, le projet. Parce qu'on se rend compte que chaque ligne correspond à un poste de travail ou à une demande qui a été formulée lorsqu'on a fait soit la visite, soit la préparation mhm, des travaux. Mais en parallèle aussi, on se rend compte que l'artisan, il dit attention, il y a des choses que je ne peux pas voir tout de suite, qu'on ne verra que à la dépose. Et donc, il va peut-être des fois prévoir des options. S'il est important de demander beaucoup d'options et que l'entrepreneur ou l'entreprise dit clairement, je ne sais pas voir ce qu'il y a derrière ce mur-là, mais par contre, je vous prévois une option de temps pour se dire que si par exemple ce mur-là ne tient pas, ou si cette poutre n'est pas bonne, ou que le plancher, on se rend compte que lorsqu'on soulève le plancher, mhm, toutes les poutres, ce qu'on appelle les lambourdes, sont pourries et qu'il faut les rechanger, et ben en fin de compte, le fait d'avoir un devis très clair, très détaillé, ben, on gagne énormément sur la partie, sur l'aspect budget. On maîtrise le budget. Une fois si on a un devis qui reprend 50 lignes, mais avec un seul prix en bas qui est la somme totale,
l'entreprise va un petit peu va faire le malhonnête. Il va dire oui, mais en fait, je peux pas deviner, je peux cela. On peut pas deviner, on voit pas à travers les murs, on voit pas à travers le sol. Donc le seul élément qui va permettre de mettre tout le monde d'accord, c'est notre devis. Le devis, une fois que tout le monde a compris ce qui est prévu dans le devis, j'assure on maîtrise déjà beaucoup plus le coup. Après, le conseil que je donne aussi derrière, c'est de se dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle des aléas. Les aléas, on se rend compte que malheureusement, le réseau de plomberie est totalement en mauvaise qualité, mauvaise qualité, est totalement pourri, il a rouillé de partout. Et ben, c'était pas prévu dans le devis initial parce qu'on n'aurait pas pu le deviner, et que l'artisan, bon bah, il l'avait pas prévu, mais on s'en doutait un peu parce que, et ben, tout ça, c'est une enveloppe qu'il faut se mettre de côté sans forcément en discuter avec l'artisan, on n'est même pas obligé d'en parler, mais il faut savoir qu'en tant que propriétaire, il faut se dire que dans une rénovation, il y a des aléas. C'est pas du neuf, c'est de la rénov. C'est-à-dire qu'on est un bâtiment ou un appartement qui a déjà vécu, qui a son temps, il y a quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, il y a un peu. Maintenant, ça s'encadre par le biais du devis qui est très, très, très clair, qui est transparent, et surtout sur aussi ce qu'on s'était mis d'accord au début. Attention, moi, mon devis, j'ai pas plus, j'ai pas plus. Alors comment on peut trouver des solutions? Bah, là, vous allez voir que l'entreprise va trouver des solutions pour pouvoir finir le chantier. Bah ok, bon, peut-être on peut lésigner sur telle fourniture et mettre une autre qui coûtera un peu moins cher, qui fera aussi le même aspect pour la finition, mais qui coûtera un peu moins cher. Ou on se dit, bon, bah, j'ai une enveloppe ce qu'on appelle une enveloppe aléa travaux supplémentaires, je pioche un peu dedans. Et puis le dernier point, l'histoire du planning, c'est l'histoire de qu'est-ce que j'ai à faire comme travaux. Ok, je maîtrise, je sais ce que j'ai à faire comme travaux, je sais exactement ce que je veux démolir, je sais exactement ce que je ne veux pas démolir, je sais exactement ce que je veux conserver. Il est important de demander avec le devis une première ébauche d'un planning travaux pour pouvoir se dire, ok, j'ai à peu près 3 mois et on regarde si c'est cohérent. Et en plus, il y a des choses que les gens ne pensent jamais. Mais tout ce que tu dis, c'est intéressant. Mais il y a certains artisans, ils le font pas parce qu'ils ont la flemme, ça prend du temps. Et ils vont se dire, j'ai la flemme parce que je vais faire tout ça, mais j'ai C'est pas de pas sûr, garantie c'est pas derrière, sûr j'ai d'être pas de garanti. garantie derrière Je bah, comprends, d'obtenir je comprends, le chantier. Et c'est quand même du travail. je Après, le truc, comprends. c'est que ça fait partie aussi du métier de se dire que bah, C'est ça. c'est normal. Enfin, à un moment donné, c'est vrai que bon, il y a des avantages et des inconvénients, mais que ça fait peut-être partie des inconvénients. Mais faire un planning détaillé, etc., ou au moins un Je- pré-planning, plus ou moins, avec un début détaillé. Et souvent, il y a des artisans qui sont bons. Oui. Mais, entre guillemets, ils vont même te faire un devis. Et c'est juste que ça prend du temps de faire du devis. Moi souvent, Mhm, bah, mhm. quand j'ai eu affaire à faire des devis, bah, même avec toi, bah, des fois, à 1 heure du matin, 2 heures, t'es encore dessus. Parce que le lendemain matin, tu te réveilles, t'es sur tes Mais bien chantiers. sûr, Et donc, du coup, ça prend vraiment beaucoup plus de temps, surtout quand tu totalement. donnais tous les détails. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, bah, tu te dis, enfin, ouais, elle est bien gentille. J'ai fait beaucoup de lignes sur mon devis pour que, au final. Alors, c'est un peu le jeu, malheureusement, dans mon métier. Je pars du constat que on va me choisir parce que mon devis est plus clair. Je me dis aussi ça, c'est aussi ma force que mon devis, ben, il est un peu plus travaillé, il est plus lisible. J'ai pris en compte beaucoup de paramètres que mon confrère n'a peut-être pas pris. Et je mise sur ça pour pouvoir proposer mon offre. Malheureusement ou heureusement, c'est aussi notre force. Ça me fait perdre beaucoup de temps et je le dis à mes clients, je dis par contre, il faut me laisser un peu de temps pour faire votre offre parce que j'ai quand même pas mal de choses et je vais revenir vers vous avec une offre vraiment structurée. Et je le dis à mes clients, hein, je le dis, je pense pas il est bon de dire bon, je vous répondais demain. Oui, d'accord, pas de problème, mais est-ce que le devis attendu est de la qualité de ce qu'on veut réellement réaliser en coût de travaux? Et moi, je suis d'accord avec toi, mais même d'ailleurs, c'est aussi une des clés, une des pistes Bah aussi bien que sûr, je dis dans mon académie, acheter, rénover, revendre. Un artisan qui revient trop rapidement avec un devis, c'est que souvent il l'a bâclé. Et aujourd'hui, faut comprendre aussi, c'est que maintenant, les banques sont très, très regardants au niveau des devis, parce que justement, bah, ils se sont rendus compte qu'il y en a beaucoup qui sous-estimaient ou surévaluaient, ouais, entre guillemets, certains devis juste pour obtenir les le fonds, financement. Et après, derrière, ça suffit pas et ils se retrouvent avec un bien qui perd de la valeur ou qui n'a plus de valeur comme c'était prévu. Parce que si, entre guillemets, par exemple, pour l'activité de marchand de biens, on fait de l'achat-revente, souvent, bah, en fait, ceux qui donnent de la valeur, c'est la réno, ouais, la rénovation.
Bon, bien évidemment, il faut bien acheter. Si tu achètes trop haut et que tu fais une rénovation, ça ne va rien changer. Mais tu dois bien acheter. Et quand tu achètes bien, et entre guillemets, en dessous du prix du marché, et que les travaux restent aussi en dessous du prix du marché cumulé, ben, entre guillemets, ça va t'aider à revendre. Donc, du coup, il faut bien comprendre que, in fine, les travaux, c'est très important. Mais in fine, si c'est mal paramétré et mal fait, bah, ça fuck up tout, en fait, in Ah, bien fine. sûr. Et c'est pour ça que je dis que c'est une des cases, c'est une des rubriques dans le projet de l'investissement, c'est une des rubriques qu'il faut prendre autant que la préparation avant l'achat de votre bien. Les travaux, c'est une étape parmi tant d'autres pour la vente du bien à la fin. Donc si on bâcle ou si on veut atteindre forcément un prix parce qu'on est pris et que le timing est serré et tout, bah, on est en train de bâcler un peu cette partie-là et bah, on tombe sur le premier escroc qui vous dit bon bah à 20 000 euros c'est fait, on signe dans la main, vous m'envoyez votre chèque ou votre virement, voici mon RIB. Et au final on a fait aucune préparation. Je dis pas qu'il faut préparer tous les biens comme si c'était une maison de 350 mètres carrés ou je ne sais quoi, mais je dis qu'il y a un minimum quand même à faire. Même pour un 15 mètres carrés, même pour un 30, même pour un 200 mètres carrés, il y a un minimum de préparation. Donc l'artisan qui vient et qui dit, ok, je vous envoie le devis demain, il a mis 7 lignes, 10 lignes dans son devis et en bas il vous a mis un total à 20 000 euros, sans explication, sans vraiment réel justificatif. Surface, on n'en voit pas. Comment il a pris ses métrés, le nombre de cloisons que je dois monter, bah, il n'a même pas pris en compte. Enfin, il y a plein de petites pistes, si on regarde bien, qui sont faciles à déceler, qui font quand même dissocier un artisan sérieux d'un voleur. Parce que on a pris le temps de se dire que le devis il est bien structuré, que la relation que j'ai eue avec la personne, elle est bien structurée, que ce qu'il a montré administrativement, ça marche. Alors après, on est aussi dirigé dans ce sens-là, et puis on y va. Voilà, on s'est mis des jalons, on s'est mis des points à valider, à cocher pour se dire, c'est très bon. Franchement, merci Jean-Rémy pour vraiment ces points. Et donc, du coup, j'aimerais aussi savoir, selon toi, parce que tu travailles beaucoup avec des investisseurs, Ouais, et investisseurs que ce soit dans l'investissement locatif, etc., ou promoteurs immobiliers, parce qu'il faut dire la vérité, totalement. souvent on est porteur du projet ou marchand de biens, mais c'est pas nous qui faisons les travaux, c'est les artisans derrière qui font les travaux. Mais malgré, c'est pas parce qu'on est investisseur que ça veut dire qu'on ne fait pas d'erreurs. Donc, quelles sont les erreurs souvent que tu constates sur le terrain? Parce que c'est ça aussi des fois le problème de certains investisseurs, c'est ils pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance et qu'ils connaissent tout, mais in fine, on fait quand même des erreurs. D'où pourquoi il y en a, ils vont dire, ah, mais sur ce chantier, bah, finalement, j'ai pas beaucoup gagné, etc. Ou finalement, bah, en fait, je me suis un peu ramassé, etc. Mm. Donc, il y a toujours un peu des fois un retour d'expérience parce qu'in fine, on apprend tous les jours parce qu'on est sur le terrain. Donc, quelles sont les erreurs que tu constates chez les investisseurs, quelle que soit la stratégie immobilière choisie? Du retour d'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que je remarque euh, et c'est pour ça que j'insistais dessus, qu'on bâcle un peu la partie travaux. Mhm. On a tendance à minimiser un peu le truc en disant bon, ça va aller pour 20 000 euros de travaux, ça va le faire. On confond un petit peu l'aménagement, l'aménagement, on va dire l'embellissement du bien de réellement les travaux qu'il y a à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur le projet, on arrive, on se rend compte que effectivement il y a des travaux à faire. Généralement, ils sont un peu minimisés par l'agent IMO qui dit non, vous inquiétez pas, il y a quelques petits travaux de rénovation. Et ainsi de suite, ça arrive avec ce même constat jusqu'au jour de l'achat, on achète, on fait venir l'artisan, qui se rend compte qu'en fait, non, attention, il y a pas mal de choses qui sont qui sont catastrophiques. L'électricité est pas aux normes, la plomberie, elle est vétuste. On se rend compte que, eh ben, en fait, l'investisseur, ça, si dès le départ dans le projet, il n'était pas bien équipé avec un artisan ou un entrepreneur qui l'accompagne dans ce truc-là qui l'encadre, eh ben, il arrive vite dans les mêmes erreurs que tout le monde. C'est-à-dire qu'on sous-évalue le coût des travaux, on se rend compte que, ben, en fin de compte, il y a beaucoup d'anomalies, ou qu'on se rend compte que ça ne marche pas, et là, c'est la catastrophe parce que le chantier dure plus longtemps, on est hors budget, et après, à la vente, on vend un truc qui nous fait perdre de l'argent. Au final, on n'a pas gagné d'argent parce qu'au final, on a tout sous-estimé. Et, et, euh, Et souvent, sans t'interrompre, c'était que souvent on sous-estime parce qu'on veut que ça colle à notre à notre investissement. investissement. Alors que moi, souvent, bah, ce que je dis à mes élèves par rapport à l'académie acheter, rénover, revendre, c'est que tu vois les travaux, avec les travaux, coûts d'acquisition et tous les frais annexes, plus les travaux, bah, tu n'es pas rentable, faut Faut laisser. laisser. Faut laisser parce que tu peux pas, en fait, parce que souvent ils disent oui, mais en fait, l'entreprise peut faire enfin, des réductions, etc. Mais on peut toujours, entre guillemets, voilà, être sur des Bien axes de sûr. négociation parce qu'entre guillemets, on fait du business, mais au bout d'un moment, il va pas diviser son devis par 3 ou par Il 2 faudrait se poser des pour que, questions. ouais, et justement,
justement, là, justement, je suis d'accord avec toi. Il faudrait se poser des questions pour que ça colle à ton investissement, etc. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Si c'est trop cher, c'est trop cher. Parce que malheureusement, des fois, en fait, justement, les agents immobiliers vont te dire, oui, mais surtout pour les acheteurs, oh non, mais t'inquiète pas. Et moi, c'est justement, encore une fois de plus, mon premier chantier, c'est là que j'ai vraiment tout appris. On m'a dit, non, mais t'inquiète pas, c'est 20 000 et tout, 30 000 là. Tout. Mais non, mais moi, je Et puis c'est des connais. chiffres ronds, hein. Généralement, c'est des chiffres ronds, Exactement. hein. C'est Et 20 in 000, fine, 20 000, 30 j'en 000. avais pour 3 fois plus, en fait. Mais en plus, en parlant de ça, c'est que on accompagne beaucoup d'investisseurs. Nous, on leur fait des formules du style, on vous accompagne pour 3, 4 visites ensemble, Mhm. qui sont après déduits dans le devis si on fait les travaux ensemble. Moi, je facture un accompagnement pour les premières visites sur les biens qu'ils ont ciblés. Je les accompagne et je sais le déduire sur les travaux qu'on fera après. Donc, Wow. on donne des pistes comme ça aussi parce que on sent qu'il y a un besoin aussi de se dire j'ai envie d'investir, de me lancer dans mon premier bien, mais j'ai besoin d'être épaulé. Bah, chez Nugérie, on s'est dit, il n'y a pas de problème, on va accompagner tous ces entrepreneurs-là, tous ces futurs entrepreneurs-là, en se disant, tous ces investisseurs, pardon, euh, j'ai besoin de me faire épauler. Est-ce qu'il y a possibilité que vous veniez avec moi on se fait un forfait de 3, 4 visites, je vous envoie ma tarification, si ça vous va, on signe et on démarre. Et moi, je vous accompagne et sur la tarification, sur le forfait aussi pour l'estimation coût travaux, avant même qu'il y ait une promesse d'achat ou voilà. Et tout ça, on sait en discuter parce qu'on se dit, si derrière la personne elle me recontacte pour faire les travaux, bah, je lui redéduirai mes visites qu'on a fait ensemble parce qu'au final, on est du gagnant-gagnant. Elle m'a fait travailler, j'ai travaillé avec elle et elle, sur son projet, je l'ai accompagnée. Donc, des fois, en fait, aussi, on minimise. C'est ça que je disais depuis le début, c'est qu'on minimise cette partie-là en disant, c'est rien, je pense que ça va le faire, je peux négocier et tout ça et tout. Alors qu'en fin de compte, toutes les étapes dans l'achat-revente d'un projet, il y a aussi cette partie rénovation. Et en plus, tu le disais très bien, c'est une partie qui a son importance parce que ça donne la valeur à la fin du bien. Donc quand elle est bien ficelée, quand le produit est bien ficelé, eh ben, la revente en général, il y a des coups de cœur qui se font. Mhm. Il y a des gens qui ont commencé avec nous pour rénover leur maison et au final, ils ont préféré même le revendre tellement qu'ils ont vu la plus-value qu'ils peuvent faire et ils sont repartis dans d'autres projets, hein. J'ai 2 clients qui ont commencé avec nous sur un appartement pour eux et le projet s'est très bien passé. Ils ont refait venir un agent IMO qui leur a évalué le coût. Ils ont revendu le bien. Ils ont revendu le bien, ils ont dégagé leur plus-value, ils ont racheté d'autres biens. On est reparti comme ça sur 2, 3 opérations. Et c'est la preuve que quand on a le bon artisan, le bon entrepreneur avec soi, on peut le combattre, le projet. On peut aller jusqu'au bout du projet. Il faut vraiment y croire et choisir surtout, bien choisir l'entreprise et travailler en amont. Il n'y a aucune chose qui tombe comme ça.